Hop, c'est parti. Excusez-moi, je vais juste ajuster mon truc parce que je sais que vous ne voyez pas beaucoup si je mets ça comme ça. Vous l'avez en plein écran la dernière fois, hein. On va donc vous le mettre en plein écran, ça ne posera pas de problème. Oui, petit détail. Vous avez peut-être constaté, en fait, j'avais déjà envoyé les notes de cours à la bibliothèque. Quelqu'un m'a dit, hey, ça serait peut-être le fun que tu les mettes également sur Léa. Je n'ai pas eu le temps de passer à la bibliothèque. C'est mon erreur. Donc, à chaque fois, maintenant, elles vont être positionnées également sur Léa. Si ça arrive que vous avez oublié d'aller à la bibliothèque chercher vos notes de cours, elles seront toujours disponibles sur Léa pour impression. Donc, également, je mets toujours deux diaporamas, deux documents par cours. Il y en a un que je mets, c'est juste le diaporama comme vous voyez en ce moment à l'écran. Puis l'autre, c'est diaporama, bon, le cours, la socialisation VI, VI pour version imprimable. Hein, donc, c'est la version comme vous avez dans vos notes de cours, là, en 3 diapositives par page. Donc, sélectionnez celui-ci, ça va vous éviter de mettre beaucoup d'encre pour la couleur qui me sert de fond d'écran, mais également, c'est beaucoup plus intéressant pour vous pour prendre des notes. Donc, voilà pour les petits commentaires. Donc, définition très, très large, hein, mais comme je vous dis, on retient essentiellement cette idée-là de la socialisation. C'est simplement l'idée que je vais intérioriser la culture qui est propre à mon groupe d'appartenance. C'est donc la socialisation. Mais allons-y quand même avec une définition canonique, hein, définition officielle. C'est donc le processus. Hein, pourquoi processus? Hein, je botte déjà au premier mot, là. Mais pourquoi processus? Parce que ce n'est jamais terminé. Hein, donc, on n'est jamais terminé d'être socialisé. On va toujours avoir des événements de notre existence sociale qui vont faire en sorte qu'on va avoir besoin d'être socialisé, d'apprendre des nouvelles choses, hein, tout simplement. On l'a vu, vous l'avez sûrement constaté avec la COVID, ben, ne serait-ce que vous connecter sur Zoom et compagnie, ben, c'est un ensemble d'apprentissage qu'il faut avoir également. Donc, c'est un processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise les éléments socio-culturels de son milieu. Donc, on les apprend. Prenons l'exemple des enfants. On va apprendre des éléments quand on était petit. On nous explique des choses, comment faire, comment agir. Et on va également les intérioriser. On va vraiment les faire siens. On va considérer que ça fait partie de nous. Hein. La socialisation, lorsqu'elle est bien réussie, elle n'est jamais sentie comme étant ajoutée par-dessus notre personne. Ça va de soi. On agit comme ça au quotidien. Ça ne pose pas vraiment de problème. Donc, c'est un processus par lequel la personne humaine apprend et intériorise les éléments culturels donc, de son milieu, les intègre à la structure de sa personnalité. On va revenir sur cet élément sur le prochain cours qui va être destiné à l'identité. Ou le prochain cours ou l'autre d'après. Hein. J'ai un petit blanc là. Donc, pour qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est-à-dire que ben, les éléments, ne serait-ce que le genre qu'on intériorise, hein, masculin, féminin, si on reste très, très cliché, ben, on a tous intériorisé à peu près hein, les normes associées au genre masculin et féminin. Ben, ça fait partie de notre personne, de la personne que nous sommes. De la même manière, par exemple, nos goûts, nos désirs et même notre alimentation, ça fait partie de nous. Hein, d'où l'idée de on l'intègre à la structure de sa personnalité. On l'intègre pas dans le vide, ces éléments-là. Hein, on l'apprend par l'influence d'individus qu'on appelle des agents sociaux, des agents de socialisation. En gros, classiquement, encore une fois, l'exemple des enfants, ben, votre père et votre mère, vos frères et vos sœurs étaient des agents de socialisation. Ce sont eux qui ont la tâche, même inconsciente, d'expliquer aux autres la culture dans laquelle ils vont être amenés à vivre. Donc, on l'apprend, ces éléments-là, on les intériorise, on les intègre à l'intérieur de sa personnalité par l'entremise d'individus, hein, des agents sociaux significatifs, et par là, ben, on va tout simplement s'adapter à l'environnement social dans lequel on est amené à vivre. Hein, c'est simplement l'idée que ben, la culture nous préexiste, on doit apprendre les éléments de la culture qui nous préexistent pour être considéré comme étant quelqu'un d'à peu près normal dans notre culture, hein, d'à peu près, si on veut, d'adapter dans le monde dans lequel on va être amené à vivre. Il y a eu des cas un peu étonnants de socialisation, si on veut, qui posaient problème. Par exemple, vous avez peut-être déjà entendu parler, par exemple, de l'histoire du petit Mowgli, hein, qui pourrait être dans l'étude, mais il y a eu d'autres cas des enfants sauvages, qu'on appelle, hein, des enfants qui ont été, par des trucs de circonstances un peu étonnants, élevés par des animaux. Hein. Il y avait le petit Victor, je crois, qui avait été élevé par une bande de loups.
Hein. Mais le petit Victor, évidemment, c'est à suite à des graves problèmes là, de maltraitance familiale, vous en conviendrez bien. Là. Donc, l'enfant se retrouve tout seul dans la forêt, adopté par une famille de loups. Eh bien, il agissait comme un loup. Il marchait à quatre pattes, mangeait sa nourriture sans ustensile. Hein. Il n'y a pas d'ustensile chez les loups, vous en conviendrez bien. Et avait tendance à aboyer également. Aboyer à peu près, là, parce que c'est quand même un humain. Donc, il mordait et il griffait également les individus. Hein. Donc, c'est l'ensemble d'éléments qu'on se dit, ben là, tu as intériorisé les éléments de la culture, mais des loups, hein, parce que tes agents hein, de socialisation n'étaient pas des humains, mais des loups dans ce cas-ci. Donc, nécessairement, tu es adapté à la vie en forêt, mais pas du tout adapté à la vie en société. Hein. D'où l'idée de l'importance du processus de socialisation pour les jeunes individus. Mais c'est le moment d'être adapté dans le nouveau monde social qui va être le nôtre, celui ici des humains. Donc, retournons un peu, hein, qu'est-ce qu'on intériorise? On a vu un peu, c'est tous les éléments qu'on a vus lors du dernier cours, hein, les éléments de la culture. Tu sais, on avait vu un peu les personnes qui se faisaient enlever les incisives, celles qui avaient également les dents noires, par exemple. C'est absolument normal pour eux. Il n'y a absolument rien qui pose problème ou de particulièrement étonnant. Pourquoi? Ils sont bien adaptés à leur culture. Donc, plusieurs éléments, hein, tous les savoir-faire, hein, par exemple, penser uniquement à quand on est plus jeune, de marcher correctement, de bouger correctement, mais également de s'alimenter de manière correcte. Hein, comme on disait, quand mes parents me disaient quand j'étais jeune, mange donc comme du monde, ben c'est mange donc comme la société de ton groupe social te l'exige. Hein, c'est ça que ça veut dire, cette phrase-là. Donc, le système de savoir-faire, de savoir-être, de comment se comporter également en société, ce sont un ensemble d'éléments qu'on ne sait pas. Hein. Vous avez déjà vu des bébés, mais qu'est-ce que ça fait des bébés de si fascinant que ça? Pas grand-chose. Hein. Un bébé, ça va manger, ça va pleurer, puis c'est à peu près ça. Mais entre ça, puis un astronaute, une astronaute, on voit qu'il y a quelque chose entre les deux. C'est donc évidemment la socialisation. Donc, on va intérioriser également les valeurs, les normes, on va considérer comme étant normaux hein, les rôles et les statuts sociaux des individus. Hein, on va apprendre, par exemple, dans des familles très traditionnelles que ben, c'est normal que ce soit maman qui s'occupe de moi puis que ce n'est pas papa qui m'amène à mes rendez-vous médicaux. On va intérioriser ces éléments-là. Pour ce qui est du genre, on va en discuter dans un cours qui va être destiné à ça, mais on va aussi tendance à le reproduire, hein, reproduire les rôles qui sont associés à chacun des genres en observant notamment, par exemple, nos parents, comment ils se comportent. On va revenir un peu là-dessus un peu plus tard. Les attentes sociales, les espoirs, les craintes également, les goûts alimentaires, musicaux, tout ce qui est esthétisme, les sports, mais également, on va voir un peu plus tard qu'on apprend également, ce qui est un peu moins joli dans les sociétés humaines, ben, le racisme, le sexisme, ce sont des choses que l'on apprend. Il n'y a personne qui va naître raciste, il n'y a personne qui va naître sexiste, ce sont des choses que l'on apprend par l'entremise d'agents de socialisation. Donc, c'est vraiment cette idée-là qu'on est ça aide des coquilles vides, hein, il ne faut pas exagérer non plus. Il y a beaucoup d'éléments qui, la science naturelle, la biologie, la psychologie nous apprend qu'on a quand même un petit peu formé de notre naissance là, pour certains éléments, mais tout ce qui est surajouté par-dessus, tout ce qui englobe, si on veut, les processus chimiques et biologiques, ce sont des éléments que l'on intériorise par la socialisation. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est assez simple. Hein. Il y a 4 grandes techniques hein, qui fonctionnent très bien pour la socialisation. Ce qu'on nomme l'inculcation. En gros, on te dit carrément, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Ce n'est pas très, très complexe, hein? C'est celui auquel on pense le plus spontanément. L'injonction également, ce sont des ordres. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, mange comme du monde. Donc, on a un ensemble d'ordres à ce moment-là qui également nous permet d'intérioriser la fameuse culture. Hein? Ce qui marche beaucoup, c'est la fameuse imitation. Hein, par exemple, les jeunes vont beaucoup imiter hein, ce qu'ils vont voir à l'intérieur de leur entourage. Mais également, tout ce qui est, par exemple, les effets de mode, ce sont également une question d'imitation. Hein, il y a quelque chose d'assez rigolo, si on veut, à travers les groupes d'âge, mais on voit qu'ils sont à peu près habillés de la même manière. Il y a eu donc un processus de, on va dire, de contagion sociale, d'imitation massive, si on veut, des comportements des autres. Hein, par exemple, c'est là qu'on va dire que les influenceurs et les influenceuses sur Instagram, par exemple, il ne faut pas non plus virer dans le cliché, mais ont fort pouvoir de, si on veut, de socialisation. Camille. Oui, j'ai pas bien compris la différence entre l'inculcation et l'injonction. L'injonction, c'est vraiment des ordres. Souvent, l'injonction, ça va être
ne pas. Ça va être surtout une interdiction la plupart du temps. Hein? Ou c'est souvent sinon à l'impératif. Habille-toi, fais ceci, fais cela. On est plus si on veut, dans la dynamique de l'ordre, tandis que l'inculcation, c'est un beau mot pour dire ben, je vais t'apprendre comment t'habiller, comment manger, des choses comme ça, mais je ne suis pas directement dans l'ordre. Mais je ne vous demanderai jamais la distinction entre les deux. Hein? On n'est pas vraiment dans cet ordre-là, mais on retient vraiment l'idée que on apprend directement des choses par notre entourage. Il y a également des gens qui vont nous dire des ordres. On va voir plus tard que c'est le fort du contrôle social. Hein? Fais pas ceci, fais pas cela. Bon, on apprend comment agir. L'imitation, comme je vous disais également, les effets de mode, c'est beaucoup par rapport à l'imitation. Aujourd'hui, j'ai remarqué que, par exemple, chez les jeunes, hein, j'aime bien ça dire ça, chez les jeunes, c'est-à-dire vous, les jeunes, ben, vous ne portez plus de bas dans vos souliers. Qu'est-ce qui s'est passé avec les bas? Ils ont totalement disparu. Mais au moins, vous avez beaucoup plus de classe que ceux de ma génération qui portaient des culottes qui allaient jusqu'aux genoux et qu'on voyait habituellement les sous-vêtements également. Pour chez les garçons, vous voyez les boxers et tout ça, c'était beaucoup moins gracieux. Hein? Par exemple, moi, j'ai vécu ce moment-là parce que je suis un jeune des années 2000. Je suis en 84, faites vos calculs. Donc, adolescence, si on veut, autour des années 2000, ben, c'était la grande période du Eminem et compagnie de Dr. Dre. Yeah. Puis, donc, à ce moment-là, ben, il y avait un style vestimentaire qui était associé à ça. Hein? Donc, évidemment, ben, étonnamment, les jeunes étaient habillés à peu près tous de la même manière. Il y avait des groupes différents, mais donc, il y avait, on va dire, 5-6 types différents d'habillement de jeunes. Donc, 5-6 types de groupes sociaux qui appropriaient ces éléments-là également, eh bien, quand même à l'intérieur, il y avait une certaine uniformité hein, des styles, par exemple, vestimentaires. Et moi, j'ai vécu une situation particulière. On va revenir plus tard sur la notion de socialisation secondaire. Mais quand j'ai commencé comme prof, je ne pouvais pas arriver avec mes pantalons Eminem style puis ma camisole Dennis Rodman. Tu sais, ça marchait plus ou moins par rapport à l'image qu'on s'attend d'un professeur. Donc, ben, j'ai dû commencer à porter des pantalons plus serrés, hein, comme vous, les jeunes. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à porter ces vêtements-là. Je me disais, que je me sens coincé tout le temps en permanence. Eh bien, cette espèce d'habitude apprise, là, si on veut, d'avoir un style de vêtements particulier. Donc, l'imitation, ben, c'est simplement l'idée que souvent, on n'invente rien à proprement dit, hein, chacun d'entre nous. On va piger à gauche et à droite. Mais ce qu'il y a de particulier chez nous, c'est notre agencement particulier qu'on peut faire de ce qui nous préexiste, hein, par exemple. Donc, l'imitation, c'est quelque chose de particulièrement fort pour ce qui est de la socialisation. Et enfin, le fameux jeu de rôle, qui va être, on va revenir là-dessus hein, sur le cours sur le genre, mais on voit surtout ça chez les petits. Hein. Je pense que vous faites beaucoup de jeux de rôle là, chez vous, mais c'est quand on était jeune, puis on jouait au papa et à la maman et toutes ces choses-là, et qu'on jouait à un métier X, là, jouer au pompier, jouer à ce que vous pouvez imaginer. Bien, c'est une mini-société en miniature que les enfants se font et qui reproduisent ce qu'ils aperçoivent chez leurs parents. Hein. Par exemple, les jeux de rôle, et c'est d'ailleurs assez rigolo hein, si vous regardez les jouets que l'on donne aux petits garçons et aux petites filles, même si ça commence à changer un petit peu, hein, quand même, c'est un peu moins cliché. Mais par exemple, moi, les jouets que j'avais, on va revenir un peu là-dessus sous le cours du genre, mais mes jouets, moi, c'était des Legos, des fusils en plastique, des trucs de super-héros, voyez un peu l'idée, hein, un peu dans le cliché. Et j'avais la petite tondeuse qui fait des petites bulles, mais je n'avais pas la balayeuse qui fait les petites balles qui revolent. Hein. Ça, c'était un jouet de fille. C'est la même maudite affaire. Les deux objets, on s'en convient. Mais on voit un peu qu'on va donner des jouets différents aux garçons et aux petites filles. Et bien, nécessairement, on va développer certaines aptitudes en particulier. Si on ne donne pas beaucoup de petites poupées et de choses associées à la femme ménagère, hein, sans être condescendant, c'est absolument pas ça l'idée, mais qu'on donne pas ça aux petits garçons, mais on donne ça surtout aux petites filles. Hein. Pensez un peu au jeu que vous aviez dans le cliché stéréotype. Je ne dis pas que c'était le cas pour tout le monde, mais j'imagine que plusieurs d'entre vous ont eu des poupées Barbie, ont eu des poupées Butchou à câliner, ont eu le petit ensemble à cuisiner, ont eu le petit truc de jouet pour faire le ménage, en gros. Mais on se rend compte que qu'est-ce qu'on donne comme jouet? On donne des jouets que l'on considère être ceux qui sont associés aux rôles sociaux qu'on va jouer en tant qu'homme, en tant que femme, une fois devenus adultes. Et oh, étonnement, une fois devenus adultes, les garçons et les filles n'agissent pas de la même manière. Ils n'ont pas été socialisés de la même manière non plus. Donc, il faut retenir un peu cet élément-là. Donc, les jeux de rôle, élément absolument incontournable également de la socialisation.
mais surtout pour les plus jeunes, vous en conviendrez. Donc, revenons un peu à nos boutons. Donc, on voit un peu que c'est tout le processus qui fait en sorte qu'on apprend, qu'on intériorise et qu'on va faire sien les éléments de notre culture pour être considéré comme étant normal ou ordinaire à l'intérieur de notre société. On l'apprend par inculcation, injonction, imitation et jeu de rôle. C'est vraiment ces 4 grands processus-là qui ont énormément d'influence. On voit un peu que tout le long de notre existence, on va être influencé, on va être orienté par les différentes expériences qu'on va vivre et les normes également qu'on va avoir apprises par sa socialisation. Donc, on retient un peu cette idée-là que ça a vraiment une empreinte qui est très, très forte sur notre manière de se percevoir et également de vivre au quotidien. Et on va voir dans la socialisation secondaire, mais les dés ne sont pas jetés dès que nous sommes nés à l'intérieur d'une certaine famille. Il faut quand même relativiser la chose. On voit un peu que la socialisation primaire a énormément d'influence sur notre existence, mais on voit un peu plus tard que dans notre vie, vous avez vécu des expériences, vous avez été confronté à des événements, vous avez peut-être même changé de groupe d'amis qui ont fait également infléchir votre trajectoire. C'est-à-dire que je ne peux pas dire dès la naissance, tu es né dans telle famille, donc tu vas faire ceci toute ta vie et c'est ce que tu vas vivre toute ta vie. On voit quand même que ça donne vraiment une impulsion de départ, mais que cette trajectoire-là peut se modifier avec le temps. On va revenir là-dessus dans quelques instants. Donc, on a vu un peu la définition de base de qu'est-ce que la socialisation. Cette fameuse socialisation-là, eh bien, je les ai découpés en petits morceaux, comme un petit retour. Je ne vais pas faire le cours là-dessus, mais on acquiert la culture, on l'intègre à la structure de sa personnalité, on s'adapte à la société et c'est là l'expression de la fameuse boussole interne. C'est comme si on avait comme une petite boussole dans la tête qui fait en sorte qu'on agit de manière conforme à peu près n'importe quand, même sans vraiment se poser de questions. On ne se pose pas de questions en permanence. Comment est-ce que je vais bouger? Comment est-ce que je vais m'habiller? Comment est-ce que je vais agir avec les individus? Comment est-ce que je vais entrer en interaction? Comment est-ce que je vais saluer la personne? Comment est-ce qu'on a un ensemble d'éléments qui sont donnés par la socialisation et qu'on ne remet pas en question, du moins l'écrasante majorité du temps. Il y a des moments, par exemple, comme avec la COVID, où tous ces éléments-là ont été profondément remis en question. Par exemple, les fameuses, on a parlé au dernier cours, les fameuses salutations. Mais ça allait de soi. On saluait quelqu'un, on donnait la main, on donnait des becs et les joues. Mais là, avec la COVID, du jour au lendemain, comment je fais? Mais comment, là, je ne veux pas te dire salut, mais là, en même temps, je veux quand même souligner le fait que j'approuve ta présence à mes côtés. Donc, on doit réinventer. Pourquoi ça a été senti comme étant un peu bizarre et difficile? Parce que, justement, ça allait à l'encontre de notre boussole interne, de la manière par laquelle on a intériorisé, par exemple, nos manières de se saluer, nos manières d'entrer en interaction au quotidien. On a commencé à se méfier des individus qui étaient à moins de 1 mètre de nous dans les espaces publics. Ce n'est pas quelque chose, si on veut, qui est spontané dans nos existences, sauf dans des endroits lugubres et louches, vous en conviendrez. Donc, ces éléments-là, donc, on intériorise profondément et qu'on nomme un peu l'expression de la boussole interne. Donc, 2 grands moments. Grand moment et pas grand maman. Donc, très blague, grand moment de la socialisation primaire et la socialisation secondaire. On distingue les deux essentiellement par rapport à, si on veut, l'importance qu'ont les agents de socialisation et également l'âge des individus. Socialisation primaire, c'est ce qu'on a vécu à peu près, pas juste de notre naissance jusqu'au début à peu près de l'adolescence. En gros, c'est vraiment les premiers moments qui ont une influence absolument majeure sur notre manière de se comporter et ça tout au long de notre existence. C'est par exemple ces moments-là qu'on va apprendre notre accent. On va prendre notre accent, on va prendre l'accent de notre groupe social, notre niveau de langage qu'on avait vu un peu au dernier cours, on l'intériorise lors de la socialisation primaire. Après ça, on peut être confronté à d'autres groupes, être amené à parler d'une manière un peu plus sophistiquée, mais c'est toujours un effort supplémentaire. La socialisation primaire, c'est vraiment ce qui est le plus intégré à l'intérieur de nous et ce qui est le plus difficile également à se défaire. Donc,
on acquiert les normes et les valeurs de notre milieu social. Le plus souvent, les institutions qui sont impliquées, hein, c'est évidemment la famille, le frère, la sœur, les frères, les sœurs et la famille au sens large. La petite école, hein, la CPE, par exemple, hein, qui a un gros travail de socialisation aujourd'hui. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait une question? J'avais une petite question. Vous Oui. avez dit dans le fond que la socialisation primaire, c'est les premiers moments qui ont une influence sur qui on est, j'ai manqué le reste de la phrase. Super. Donc, à ce moment-là, ben, c'est l'idée un peu qu'on est socialisé toute notre vie. Hein? Depuis ta naissance jusqu'à temps que ta grand-mère qui essaie de comprendre comment Zoom fonctionne depuis la pandémie, ben, on est socialisé toute notre vie, évidemment, ça va de soi. Mais la socialisation primaire, elle est beaucoup plus importante. Pourquoi? Parce que ça va vraiment mettre une empreinte très, très forte sur la personne que l'on va être. C'est-à-dire que même si on peut bifurquer, on peut changer un peu notre personnalité avec le temps, ça va rester très, très profond. Hein? Par exemple, notre alimentation, notre manière de s'exprimer, également vraiment toutes les valeurs de base, on les intériorise le plus souvent qu'autrement lors de la socialisation primaire. Et ce qui fait en sorte que même à votre âge, là, je ne suis pas peut-être pas à votre âge, mais plus tard, on se rend compte un petit peu, maudit que je ressemble à mon père, je suis dégoûté. Ou bien maudit que je ressemble à ma mère, ça n'a pas de sens. Mais c'est un peu l'idée que on a intériorisé des éléments qui sont ceux de notre entourage. Le plus souvent, c'est nos parents, par exemple. Et c'est des éléments qui vont rester profondément imprégnés. Alors moi, je me suis rendu compte que la manière que j'ai d'entrer en relation lorsqu'il y a des conflits avec mes voisins, c'est vraiment mon père. Hein? Ça veut dire que je viens profondément agacé qu'on vient chercher ma fameuse bulle sociale, mais c'est quelque chose qui est profondément associé à Mario, mon père, et ma copine, à ce moment-là, m'appelle Mario pour me dégoûter, évidemment, hein, parce que c'est particulièrement rigolo. Mais revenons un peu à la question de Patricia. Donc, socialisation primaire, c'est vraiment ce qui met vraiment l'empreinte la plus profonde sur notre existence. Pourquoi? Mais quand vous êtes devenu adulte, hein, par exemple, je vous considère comme étant adulte, là, vous avez quoi, à partir de, on va dire, 17, 18 et en montant, on a un ensemble d'univers social que l'on peut fréquenter. L'école, les amis, si on veut, les médias. Donc, il y a vraiment, c'est beaucoup plus large le nombre d'individus que vous voyez par jour. Quand on a 3 ans, c'est quoi le nombre de personnes vraiment que l'on voit au cours de notre existence? Pas beaucoup. Hein? Ça veut dire qu'évidemment, à la CPE, on voit un peu plus de monde, mais sinon, c'est essentiellement nos parents et nos frères et nos sœurs. Hein? Donc, c'est pour ça que, parce que ces individus-là sont toujours là, sont toujours présents avec nous, et qu'en même temps, on n'a pas encore la capacité de dire je vais remettre en question ça, mais ça me semble que ça n'a pas de sens. Tu sais, quand vous avez 2 ans, vous ne vous mettez pas. Mais ça me semble que ça n'a pas de sens de préférer les brocolis à tel. Vous n'êtes pas en mesure de pouvoir faire ça à cet âge-là, ce qui est absolument normal. Hein. Vous n'êtes pas normal si vous êtes comme ça à cet âge-là. Donc, c'est pour ça que la socialisation primaire est vraiment importante. Et on va voir un peu plus tard sur, par exemple, l'acquisition des saines habitudes de vie en ce qui est trait, par exemple, à l'hygiène dentaire, hein, qu'on apprend vraiment dans les premiers moments. Évidemment, il y a toujours moyen de rectifier la chose, mais ça reste profondément intégré. On voit également aujourd'hui, par exemple, par le fait que les 2 parents travaillent comparativement à avant, mais les CPE ont énormément d'influence sur l'éducation des enfants. Pourquoi? Parce qu'on sort les enfants des familles et on met dans un monde qui, autrefois, n'existait pas. Hein. Les CPE, ça existe depuis de mémoire 96, autour d'eux, mais ce n'était pas super généralisé. Donc, on voit vraiment que les CPE, les centres de la petite enfance, hein, ont énormément d'influence sur l'éducation des enfants. C'est la première fois que vous êtes confronté à d'autres personnes. Vous vous rendez compte que dans la vie, ben, vos parents, quand vous êtes chez vous, ben, ils vont se consacrer davantage à vous et que là, dans une CPE, je suis un enfant parmi d'autres, mes désirs et mes besoins ne sont pas assouvis tout de suite, immédiatement par quelqu'un qui est uniquement destiné à s'occuper de moi. Hein? Donc, on voit un peu que ça change un petit peu la socialisation. Il n'y a pas de pour le mieux ou pour le pire, ce n'est pas ça l'idée, mais c'est simplement différent à ce moment-là. Je ne sais pas si ça répondait un peu à ta question, Patricia. Super. Donc, socialisation primaire, eh bien, c'est un peu l'idée, hein, comme je vous dis. Donc, profondément déterminant. C'est le seul monde que l'on côtoie le plus souvent, c'est celui de la famille. Donc, évidemment, ça a une empreinte qui est absolument majeure. Socialisation secondaire, c'est un peu à partir. Sur les diapositives, j'écris fin de l'adolescence, barré fin de. Hein, donc, c'est vraiment de l'adolescence, durant la vie adulte, jusqu'à temps que vous allez décéder. Hein. C'est vraiment tout au long de votre vie, vous allez être socialisé, vous allez vivre un moment de socialisation, vous allez apprendre comment agir dans des milieux particuliers.
Ça veut dire que vous avez déjà appris à l'école secondaire, souvent de manière assez dure parfois, comment se comporter à l'intérieur de groupes sociaux. Hein? C'est là qu'on vit nos premiers moments où est-ce qu'on est, on est exclu d'un groupe, on est intégré à l'intérieur d'un groupe, qu'on vit vraiment, si on veut. Tu sais, l'adolescence, ce n'est pas le moment souvent le plus fun de l'existence, là. Tout le monde, je ne suis pas le seul qui vit dans ce rêve. Je ne vais pas faire ma crise de paix. Mais vous voyez un peu l'idée, hein? C'est un moment un peu particulier où est-ce qu'on apprend vraiment à vivre dans des milieux, dans des mini-groupes. Notre première équipe sportive, notre premier groupe d'amis, vraiment, qui a un style particulier, un style musical, un style vestimentaire. Donc, on apprend tous ces éléments-là. C'est également les premiers moments où est-ce qu'on a une job, où est-ce qu'on apprend qu'il faut arriver à l'heure et qu'il faut faire semblant, du moins, de respecter les patrons à l'intérieur de notre entreprise. Également en classe, vous apprenez comment agir de manière absolument, minimalement, du moins conforme à l'intérieur d'un groupe. Donc, socialisation secondaire, c'est vraiment l'idée qu'en permanence, on est confronté à des milieux sociaux. On doit apprendre comment agir à l'intérieur de ce milieu-là, hein, tout simplement. Donc, on est toujours socialisé dans cette logique-là. Et même à l'intérieur de votre couple, hein, vous êtes peut-être des chums, vous êtes peut-être des blondes, eh bien, à ce moment-là, on est également socialisé. Comment est-ce qu'on agit à l'intérieur d'un couple? Où avez-vous appris ça? Est-ce que vous avez demandé à votre père ou à votre mère, papa, maman, comment est-ce qu'on fait à l'intérieur d'un couple pour à quel moment on constate que l'autre personne exagère? Qu'est-ce qui est normal à faire? Vous voyez un peu l'idée, comment qu'on apprend ça? On apprend vous avez peut-être vu des films, des téléséries qui vous ont donné certains modèles de comportement, vous avez peut-être parlé à des amis, on est toujours socialisé. Hein? Donc, on apprend ces choses-là nécessairement par l'entremise des autres. Donc, qui dit les autres dit nécessairement socialisation. Donc, on apprend ces éléments-là au cours de notre existence. Également, on doit apprendre un ensemble d'éléments tout au cours de notre vie. Hein, moi, je suis la génération qui ont appris à utiliser, ça va vraiment paraître nul pour vous autres, mais tout ce qui est j'ai oublié le terme plus branché, donc je vais utiliser les émoticônes. Hein, dans quelle situation j'utilise un petit bonhomme qui sourit ou un bonhomme qui fait le petit sourire mais avec la petite goutte de sueur, ou est-ce que je mets un cœur ou un pouce? Est-ce que le fait que je donne un cœur, est-ce que ça donne une signification particulière à mon message, ou est-ce que je suis mieux mettre un pouce parce que ça n'envoie pas de message un peu brouillé qui peut faire en sorte que l'autre va penser peut-être que je m'intéresse à elle? Vous voyez un peu l'idée, hein, la complexité. On n'a pas l'impression de ça, mais on doit vraiment intérioriser ces éléments-là. Et c'est toujours plus drôle quand vous êtes sur Messenger avec des personnes plus âgées où on voit qu'ils ont une surabondance des gifs de chats ou des choses comme ça. Donc, c'est comme, non, fais pas ça, c'est malaisant pour tout le monde. On doit apprendre ces éléments-là. Donc, c'est un ensemble d'éléments. Donc, on apprend ces éléments-là tout au long de notre existence. Hein. Ma grand-mère est allée dans un centre de personnes âgées. Elle a 94 ans. Elle est rentrée dans un centre de personnes âgées. Se demandait d'ailleurs, sûrement comme vous, quand vous êtes rentré au cégep ou à l'école secondaire, est-ce que je vais me faire des amis? Toujours rigolo de voir sa grand-mère de 94 ans avoir ce type de questionnement-là. Mais surtout, doit apprendre comment agir. Où sont les places? Comment se positionner ces choses-là? Comment est-ce qu'on doit se comporter dans telle situation? On est toujours en train d'être socialisé. La COVID, j'ai dit un peu plus tôt avec Zoom, ça a été quand même particulièrement compliqué. Pour vous, j'imagine que ça a été pas si mal quand même. Vous baignez dans le numérique depuis votre jeunesse. Mais pour mes collègues un peu plus anciens, comme du corps professoral, ça a été très rigolo et très compliqué pour plusieurs d'entre eux. Et même que plusieurs ont carrément pris leur retraite. On dit, moi, je n'apprends pas ça, je refuse d'apprendre d'autres choses, je m'en vais à la retraite. Donc, il y a vraiment eu un départ massif d'enseignants à la retraite en raison de la COVID, de ne pas vouloir apprendre quelque chose d'autre, encore une fois, à l'intérieur de son existence. Donc, revenons un peu à notre diapositive. Donc, on apprend un ensemble de ces éléments-là. Autre exemple, hein, pourquoi pas? On va faire des exemples, on va s'amuser. Ça ne vous gêne pas trop, mes exemples? Ça va? C'est good? Pas si pire, OK, moi, c'est tolérable, c'est bon. Bien, par exemple, quand j'ai enseigné comme prof, moi, c'est ça qui est j'ai un drôle de parcours, là. Quand j'ai commencé à enseigner comme prof, mais la fois, je vais prendre un bel exemple, hein, qui va faire un peu la socialisation avec mon existence. Hein. Pourquoi? Parce que je suis sûr de ne pas me tromper quand je parle de moi, là, à peu près, du moins sur les faits. Là. Eh bien, moi, je viens d'une famille ouvrière. On va dire ouvrière parce que, bon, père facteur, mère infirmière, il n'y avait pas beaucoup de livres, sauf des livres de Walt Disney, des choses comme ça. Je n'ai jamais été habitué vraiment à la haute culture. Hein. Mes parents ne m'amenaient pas au cinéma ni dans les pièces de théâtre. Je ne leur en veux pas, ce n'est pas l'idée, mais ça ne faisait pas partie de leur univers culturel.
J'écoutais beaucoup la télévision parce que c'était valorisé le fait d'écouter de la télévision. Je jouais dans les sports de gars classiques, là, baseball, soccer, hockey. Hein, c'est pas mal l'univers de sport auquel on m'a mis. Également, ben, je ne me suis pas vraiment choisi d'aimer ces sports-là dans la mesure où ben, mon père m'a mis des patins d'un pied à 3 ans, puis ben, voici une activité que tu vas pratiquer maintenant. Hein. Donc, on ne choisit pas vraiment non plus ces sports. Côté alimentation, bien évidemment, c'était l'alimentation de ce type-là. Fait que j'avais des belles tranches de fromage, j'avais du ballonné, j'avais également de la liqueur, j'avais du linge croche, j'avais du coke, puis on avait à peu près 3-4 types de repas qu'on mangeait pas mal en permanence. Hein? Les hot dogs Michigan, les hamburger sauce. Il y avait également, j'ai déjà parlé au dernier cours, hein, le ballonné avec des frites. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Tous les éléments en canne. Dans le temps, c'était pas compliqué dans mon monde culturel. À cette époque-là, les parents faisaient la nourriture en canne. Qu'est-ce que c'est? Tu mélanges plein de cannes ensemble, puis ça fait un repas. Hein? C'est pas très compliqué. Donc, du spaghetti aussi, catelli. Donc, tu voyais un peu ce type d'alimentation-là hein, qui vont énormément rester. J'avais un accent quand même, hein, un accent qui n'était pas celui de Radio-Canada, mais je parle de même fait. Hein, vous voyez un peu l'idée, l'utilisation de termes, un langage, disons, plus populaire. J'ai toujours été mauvais à l'école. Hein, l'école n'a pas été particulièrement valorisée. Chez nous, c'était l'idée, si tu as 60 puis tu as ton secondaire 5, on a fait notre job, merci, bonsoir. Hein, c'était à peu près l'esprit qui régnait chez moi. Donc, c'était pas compliqué. Moi, à l'école, j'avais 59, 59, 59, 63 à la dernière étape, donc on me laissait passer. Succès. Donc, on voit un peu l'idée hein, que l'association primaire, j'ai intériorisé un ensemble d'aliments considérés comme étant légitimes, un ensemble de manières de faire et de me conduire, si on veut, considéré comme étant légitime, une alimentation également considérée comme étant légitime. Vous voyez un peu l'idée, un monde culturel X. Donc, là, j'arrive bientôt à mon histoire quand je suis devenu prof. Hein, ça arrive. Donc, ce moment-là, je suis allé à l'école. J'ai fait un DEP en comptabilité. J'ai détesté ça. Ne faites jamais ça. C'est ennuyant pour mourir. Donc, j'ai quand même fait un DEP en comptabilité. Raison X, je vous évoque les motivations. J'ai essayé d'aller au cégep 2 fois. Ça a été un échec 2 fois parce que je n'ai jamais intériorisé les normes d'un bon étudiant, comment agir en tant que bon étudiant, faire ses lectures, ses études, étudier avant un examen. Je n'avais jamais fait ça de ma vie avant l'université. Donc, ben, ça a été un échec 2 fois. C'est assez rigolo. Je n'ai jamais fait mon cégep. Je suis donc rentré à l'université. Je rentre à l'université, je dis, bon, je vais essayer. Hein, en gros, je suis avec mon ami en voyage pack-sac en Europe pendant 4 mois de mémoire. Puis, qu'est-ce que tu fais? Vous avez déjà fait du pouce en voyage? Quelqu'un qui a déjà fait du pouce ici? Hein, il y a des normes de comment faire le pouce aussi. Bref, tu fais du pouce, bien compliqué, tu mets ton pouce, mais c'est particulièrement long, surtout quand tu es 2 garçons mal rasés, mal habillés, qui puent de loin. Donc, à ce moment-là, on attendait particulièrement longtemps pour être embarqué dans un véhicule. Donc, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu jases. Hein, mon ami me dit hey, tu devrais essayer d'aller à l'université, tu n'es pas plus idiot qu'un autre. Là. Tu devrais essayer. Tu peux rentrer comme adulte si tu n'as pas fait ton secondaire, si tu n'as pas fait ton cégep. Si tu réussis 5 cours, tu es admis comme si tu avais eu ton cégep. Donc, tu arrêtes de me socialiser à l'idée d'éventuellement peut-être avoir une autre trajectoire sociale. Donc, je commence à aller à mon cégep, même attitude mauvaise attitude d'étudiant quand je commence. J'avais genre des 62. J'avais eu à un moment donné un examen, j'ai échoué. Je m'en foutais un peu. J'avais la même attitude un peu de jouer à l'école par habitude plus que d'autres choses. Puis là, à un moment donné, je fais un examen d'histoire, puis là, je réalise que ben, je ne savais pas qu'il y avait un examen ce jour-là. Puis je fais comme, ben là, je vais échouer mon cours. Puis là, il y a du monde derrière moi qui me disent, puis je jasais un petit peu une raison X, hein, je jouais au hockey cosum avec les autres. Ils me disent, qu'est-ce que tu fais? T'es bien mauvais. Je dis, pourquoi tu n'étudies pas? Je dis, qu'est-ce que tu fais à l'université? Si c'est pour échouer, ça n'a absolument aucun sens. Puis là, excusez-moi, ben aussi, peut-être qu'ils ont raison. J'ai changé de groupe d'appartenance. Je ne me tenais plus avec ceux pour qui c'était cool d'échouer ses cours. Comme ils étaient avec tout le long de mon secondaire, parce que c'était drôle hein, d'échouer les cours, puis que, bref, vous voyez ce genre de gars-là. Donc, à l'université, eh bien, j'ai commencé à changer de groupe d'amis qui, pour eux, valorisaient énormément les études. Ben, c'est pas une question d'intelligence, les notes. Hein? C'est une question souvent d'habitudes culturelles. Donc, je commence à avoir des bons résultats. Je commence à m'impliquer un peu plus dans mes études. Ben, j'ai fini, là, vous allez voir un peu que j'ai quand même des diplômes. Je ne suis pas juste le gars qui a pogné sur le coin de la rue pour enseigner. J'ai fini mon bac avec une mention d'honneur pour mes résultats académiques. Après, j'ai fait une maîtrise avec mention d'honneur et tout ça. Là, je me dis, tabarouette, il me semble que... Ouais, ben, ça s'en vient, mon histoire, mais ouais, un peu l'idée, c'est que même si je venais d'une famille relativement
classe moyenne faible, si on veut, pas d'habitus culturels associés au monde académique. Donc, socialisation primaire qui n'est absolument pas destinée à l'université, on voit qu'il est possible d'avoir des bifurcations dans sa trajectoire. Les dés ne sont pas jetés dès notre naissance. C'est vraiment l'idée, ça va dépendre des groupes, des expériences que l'on va vivre qui vont faire infléchir notre trajectoire sociale. Donc, par la socialisation secondaire, il est toujours possible d'infléchir, de changer notre trajectoire sociale. Hein, donc, c'est un peu l'idée que ce n'est pas totalement déterminé. Hein? Donc, c'est un peu l'idée de l'approche de l'interdépendance que j'avais soulignée au premier cours. Oui, on est déterminé par la société ou la famille dans laquelle on est, mais en même temps, on a une influence, on a une capacité d'agir, une capacité d'action également à l'intérieur de notre existence. Donc, je me retrouve à la maîtrise. Bon, je t'arrête faire mon mémoire de maîtrise. Je ne kiffais pas très, très bien. Heureusement, agent de socialisation, ma copine, qui est une brute à l'école, que j'ai étonnamment rencontrée en sociologie à l'UQAM, au hasard. Mais, excusez-moi, puis elle, ben, elle m'a montré comment être un bon étudiant. Ça s'apprend ces choses-là. Hein. Donc, je finis ma maîtrise. J'arrive pour... je dis, ben, qu'est-ce qu'il y a à faire avec une maîtrise en socio? Je vais essayer d'être prof de cégep. Je vais passer mon entrevue, puis là, je me dis, comment je m'habille? Comment ça s'habille un prof de cégep? Je ne suis jamais allé au cégep. C'est assez embêtant. Je suis allé 2 fois, mais ça a été un échec. Ça porte quoi? Ça porte quoi? Je vais dans le classique, à l'époque, il y a quelques années. Petite jeans avec des souliers relativement propres, donc j'ai laissé mes bottes de construction de côté. Je trouvais que ça faisait pas trop culture associée au professeur. Chandail à manches courtes avec un veston. Ça se fait moins maintenant, OK? Jugez-moi pas. Mais il y a environ 6 ans à peu près, c'était relativement acceptable. Donc, ben, je me présente, good, c'est bon, j'ai la job. Je ne sais pas comment, mais bref, j'ai eu la job. Après, c'est OK, mais comment je fais? Comment j'ai interagi avec les étudiants? Ce n'est pas mes amis, mais en même temps, je ne les haïs pas. Fait qu'il faut que tu apprennes à instaurer une certaine barrière entre les deux, mais en même temps, d'être quand même sympathique et accessible. Vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut que tu apprennes ces choses-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai imité mes collègues. J'ai imité les agents sociaux significatifs qu'il y avait autour de moi. Je leur ai posé des questions. Comment on monte ça, un plan de cours? Et il m'envoie un modèle. J'ai copié à peu près le modèle pour savoir à peu près comment ça se fait, ces choses-là. Donc, vous voyez un peu l'idée, ce sont des éléments qu'on est toujours socialisés, on doit toujours apprendre ces nouveaux éléments-là. Et en même temps, pour faire une petite blague de socialisation secondaire encore, ben, moi, dans le temps, c'était pas compliqué avec mes amis, on buvait de la Labatt 50, puis on mangeait des chips au barbecue. Hein, c'était à peu près les alimentations assez classiques. Là, ben, nouveau groupe d'amis, nouvelle norme sociale, nouveau type d'alimentation. Je ne peux plus apporter des chips au barbecue ou des crispers barbecue. Je dois apporter des Miss Vickies et d'autres, les Ketters, des choses comme ça, des chips un peu plus sophistiqués. Ou sinon, des Tostitos avec des couleurs, de maïs de couleur. Hein, ça fait un peu son petit effet. Également, ben, je ne peux plus vraiment prendre ma Labatt 50 puis ma Black Label avec ces groupes-là. Je dois prendre des bières un peu plus sophistiquées, microbrasserie, la IPA. Vous voyez un peu l'idée. Hein? Donc, on est toujours en train d'être socialisé, on est toujours en train d'intérioriser des cultures particulières des différents groupes auxquels on va être confronté. Et c'est là que j'ai été obligé d'apprendre à aimer le kéfir, le kombucha. Je l'aime pas tant que ça, mais c'est un peu l'idée, hein, c'est valoriser à l'intérieur de ces trucs-là. Mais lorsque je vous disais que la socialisation primaire demeure importante, quand je suis seul chez nous et j'écoute un film, je bois un petit verre de Sprite avec mes crispers au barbecue. Hein, vous voyez un peu l'idée? Ça va demeurer les éléments de la socialisation primaire, même si en classe, avec mes collègues, j'essaie d'avoir un certain niveau de langage qui est plus adapté à ce type d'univers culturel-là. Mais quand je suis avec mes amis autour du feu, ben, on sac puis on met des faquets pas mal partout à l'intérieur de nos phrases. Donc, vous voyez un peu l'idée, c'est-à-dire qu'on est socialisé toute notre vie, il y a un poids accordé à la socialisation primaire. La socialisation secondaire fait changer les trajectoires, mais on ne peut jamais vraiment enlever la socialisation primaire de l'individu. Elle va toujours rester, malgré tout, toujours un peu à l'intérieur de nous. Hein. Donc, c'était mon petit exemple là, par rapport à ce qui est de socialisation primaire et socialisation secondaire. Est-ce que c'est relativement clair pour ces deux concepts-là? Pas si pire. Je n'ai pas trop ennuyé avec mes histoires de mon oncle qui raconte ses histoires de jeunesse. Good. Mais petit détail hein, pour l'association primaire-secondaire,
Mais c'est aussi l'idée qu'appartenir à certains groupes sociaux va t'amener à vivre certaines expériences en particulier. Hein. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est assez rare qu'un enfant, disons, de classe peu favorisée va un jour commencer à aimer, si on veut, la musique classique, va commencer à aller au théâtre expérimental et va aimer aller au musée voir de l'art expressionniste. Il y a quand même, si on veut, des expériences probables, hein, en termes de pourcentage, de statistiques, de probabilité, qu'on va vivre certains de nos milieux sociaux. Donc, les trajectoires peuvent toujours bifurquer, mais il y a quand même une force d'inertie, il y a quand même quelque chose qui fait en sorte que, selon nos groupes sociaux, on va vivre certains événements plus souvent que d'autres. Donc, association primaire, c'est un peu l'idée, hein? Donc on va intérioriser ces éléments-là qui sont propres à chaque sous-ensemble culturel auquel on va être confronté. Évidemment, bon, on ne l'apprend pas tout seul, je l'ai un peu évoqué un peu plus tôt, hein? On l'apprend par l'entremise d'agents de socialisation, ces éléments-là. Donc, agents de socialisation, les plus classiques, hein, c'est ceux qui sont placés entre la société et l'individu, ceux qui vont transmettre la culture. Eh bien, c'est souvent dans la famille, les parents, les membres de la fratrie, à l'école, les professeurs, les autres étudiants. Au travail, hein, vous allez entrer dans un milieu de travail, éventuellement un milieu professionnel en tant qu'hygiéniste dentaire, il va y avoir des normes particulières, une manière particulière de se comporter selon ces milieux-là. Qui va vous apprendre? Les patrons, les collègues. Vos amis, vos partenaires de vie ont une énorme influence également sur votre trajectoire, mais également les médias, souvent qu'on met « Oh non, c'est pas vrai, je ne suis pas influencé » et tout ça, ils ont quand même une énorme influence, hein, ne serait-ce comme registre d'expérience, c'est-à-dire, je vous dis un peu l'idée d'être en couple, on sait à peu près c'est quoi un couple normal et anormal, pas tant en ayant posé des questions à nos parents, mais surtout à nos amis, puis on a vu des téléséries, on a vu des films, ça nous donne à peu près des espoirs, des manières d'agir à peu près conformes. On les intériorise quelque part, ces éléments. Là, on va voir un peu que, évidemment, selon vos agents de socialisation, vous allez intérioriser une culture particulière. Hein? Donc, vous allez utiliser un habitus culturel propre à ces milieux-là. Et c'est un peu cette idée-là, hein, qu'on a l'idée que, on a vu socialisation, t'intérioriser la culture de ton milieu par l'entremise d'agents de socialisation lors de la socialisation primaire et de la socialisation secondaire. En gros, c'est tout ce que j'ai dit depuis le début, ça se résume à cette phrase-là. C'est pour ça qu'on dit qu'en fonction de qui est tes agents de socialisation, tu vas avoir une socialisation qu'on nomme différenciée. Hein, c'est-à-dire que selon nos catégories sociales d'appartenance, on va intérioriser une culture particulière. On va avoir des sports particuliers, des loisirs, des types de voyages. Est-ce qu'on va plus aimer aller à Punta Cana ou aller en Thaïlande? Ça va dépendre de notre groupe d'appartenance. Est-ce que notre consommation, notre manière de se vêtir, de se loger au sens large, va encore une fois dépendre de notre groupe d'appartenance? On a vu un peu sur les expressions de langage, hein, les bougons, par exemple, c'est dans un milieu particulier, tandis que Edgar Fruitier, hein, avant qu'il devienne le vieux monsieur louche, à ce moment-là, va également avoir un autre registre de langage. Également, on va voir les pratiques d'hygiène dentaire. Selon notre classe sociale, on n'a pas non plus le même bilan dentaire non plus. Hein. J'ai quelques statistiques à vous présenter un peu plus tard. Donc, tous des éléments qui vont différencier selon notre groupe social d'appartenance, donc selon les individus qui vont nous socialiser. L'habitus culturel, c'est un peu ce qu'on a vu au dernier cours. Hein. Je vais revenir, je vais en discuter un peu rapidement parce que j'avais oublié qu'on avait déjà parlé lors de la culture. Ça vous dit quelque chose? Je ne suis pas fou. Oui, quand même, on avait déjà évoqué, mais c'est un peu l'idée. C'est la culture particulière qu'on va intérioriser selon notre groupe culturel. On appelle ça l'habitus culturel. C'est vraiment des éléments propres à notre groupe culturel qu'on va intérioriser tout simplement. Et c'est souvent un élément incontournable de l'identité. Je suis qui je suis, hein, parce que je me comporte de telle manière, je consomme tel type d'éléments. Vous voyez un peu l'idée, hein, ça va faire partie de mon identité. Et également, ça va me permettre de me distinguer des autres. Hein, ça veut dire que ça va devenir un marqueur d'appartenance qui va me faire distinguer des autres groupes. Hein, tout simplement, c'est cette idée-là. Mais un autre élément qui est assez intéressant également, hein, sur l'habitus, ce n'est pas juste les manières d'agir, de se comporter, mais c'est également même nos comportements physiques, hein, qu'on appelle l'exis corporel. Hein, c'est un beau mot pour dire, selon les groupes auxquels on va appartenir, on va
agir de notre manière, on va se comporter de notre manière, tout simplement. Hein. L'image classique des gars dans les classes de classe sociale plus ou moins populaires, c'est d'être effoiré de même à peu près dans le cours. Ce sont des choses qu'on ne retrouve pas, si on veut, dans les classes plus favorisées, où on est plutôt bien droit et qu'on va s'exprimer de telle manière. Hein. Il y a quelque chose qu'on appelle également, pour ceux qui s'intéressent au féminisme, ce qu'on appelle pas le mansplaining, c'est le manspreading, une expression assez fascinante. Vous avez sûrement été dans des métros, des autobus, des choses comme ça. La tendance à des gars particulièrement masculins de s'approprier l'espace. Vous ne voyez pas que je suis vraiment effoiré sur ma chaise, mais également d'empiéter le plus souvent sur l'espace des femmes, hein, qui sont comme coincés avec leurs genoux un petit peu à se mettre de côté parce que le gars, lui, il s'effoire. L'image classique du gars de construction dans un autobus, il prend de la place physiquement. Donc, dans le cliché stéréotype, mais ce qu'on nomme l'exercice corporel, une manière particulière de bouger, de se mouvoir. Ne serait-ce que, si vous regardez, là, je ne veux pas faire de peine à personne, ce n'est pas ça l'objectif de l'exercice, mais par exemple, dans les classes, on peut même voir selon la manière de marcher des individus. Hein. Est-ce que vous marchez avec les pas bien droits, hein, comme les gens de la bonne société, ou vous marchez plutôt en canard? Hein? Ben, ça, c'est une autre manière, hein, si on veut, qu'on peut mesurer l'exercice corporel. Hein. Donc, une manière de bouger, une manière de marcher également, sont tous des éléments que l'on intériorise. Hein. Donc, on retient un peu l'idée de l'habitus, culture particulière intériorisée, exercice corporel, manière particulière de bouger, de se mouvoir. On est vraiment dans la logique du corps ici. Tout le langage, on l'avait déjà vu. Puis là, vous dites, OK, mais comment ça se tient, ça? Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui fait en sorte que ça se tient, tous ces éléments-là? Hein? Pourquoi est-ce qu'on se comporte? Comment est-ce qu'on a une boussole interne? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne font pas n'importe quoi, même s'ils ont été socialisés? Hein? On va avoir un cours qui va être consacré à ça, mais disons-le tout de suite, il y a vraiment un élément associé au contrôle social. Ça veut dire que même si, dans les faits, vous pouvez agir n'importe quand de la manière par laquelle vous voulez, il y a toujours l'influence du groupe, l'influence des autres qui fait en sorte qu'on va se conformer à ce qui est attendu de nous. Après ça, on peut transgresser ces fameuses normes-là, mais il y a toujours un coût à payer. Il y a toujours un prix qui est à payer. Donc, deux grands types de de contrôle social. Il peut être interne, hein? On est bien socialisé. J'ai intériorisé les attentes de mon milieu social. J'ai une boussole interne. Lorsque j'agis mal, ben, j'ai honte ou je me sens coupable. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin des autres pour sentir que vous n'avez pas agi conformément aux normes de votre milieu social. Hein? Vous êtes assez grand, à quelque part, pour vous faire honte et de vous sentir coupable. Donc, mécanisme de contrôle social interne, j'agis de manière conforme en permanence parce que je sais quelles sont mes attentes, je les ai bien intériorisées. Et quand j'agis mal, je n'ai pas besoin d'entourage, j'ai honte ou je me sens coupable, hein, d'avoir fait certaines actions. Excusez-moi. Mais le contrôle social, même s'il est souvent interne, hein, dans la mesure où, par exemple, vous n'avez pas besoin d'intervenir auprès de votre entourage au quotidien parce qu'il se comporte de manière normale et ordinaire pour le groupe social. Le contrôle social si ça ne fonctionne pas, il est également externe. J'ai deux grands types de mécanismes de contrôle social externe, formel ou informel. Je vous dis rapidement, mais on va revenir, on va avoir un cours destiné au contrôle social et la notion de déviance. Donc, contrôle formel, c'est un peu tout ce qui est la loi, hein, tout ce qui est les règlements écrits. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs sur les normes formelles et informelles lors du dernier cours. C'est exactement ça, mais c'est lorsqu'il s'agit de l'application de ces normes-là. Donc, essentiellement, si vous roulez à 200 km/h, vous enfreignez une norme formelle, il y aura un mécanisme formel de contrôle social qui va se mettre en place, il y a un policier qui va venir vous arrêter. Si ça donne que le policier passe par là. Hein? Donc, mécanisme formel, c'est vraiment, il y a des règles, des normes formelles qui sont bien écrites, il y a des agents qui sont destinés, si on veut, à l'application de ces normes-là. Mécanisme informel, c'est un peu plus flou, hein? Ce n'est pas codifié, ce n'est pas très, très rigoureux son application.
c'est tout ce qui a lieu, par exemple, dans les manières d'agir au quotidien, que ce n'est pas inscrit dans la loi directement. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas aucun règlement qui vous dit ben, vous devez tendre la main lorsque quelqu'un vous tend la main pour vous saluer. Hein? Vous n'allez pas vous faire arrêter pour ça. Il n'y aura pas d'agent spécial pour venir vous arrêter. Mais ça se peut que vous ayez une réaction de type une réaction, si on veut, hein, qui est celle de l'individu qui fait part du groupe, une réaction de résistance ou d'étonnement. On voit qu'on a enfreint la norme. Hein. Donc, c'est l'image classique, si on veut, quand vous allez au cinéma et qu'il y a du monde qui parle, qu'est-ce qui se passe pendant le film? Il y aura des soupirs, des moqueries et du sarcasme qui va se produire à l'intérieur du groupe. Alors, souvent, ça arrive qu'un individu qui est très hors norme dans une classe va susciter énormément de mécanismes informels. Vous avez sûrement déjà eu dans votre classe ou dans votre vie au quotidien, dans vos classes, des gens un peu weird dans la classe qui font des choses étranges. Mais qu'est-ce que ça amène? Ben, ils n'ont pas enfreint de normes écrites, sauf que le groupe va réagir fortement, vont un peu rire entre eux. C'est vraiment bizarre. Il va y avoir des soupirs, il va y avoir des petits rires dans le coin. Ce sont un ensemble de mécanismes informels. Et c'est un peu l'idée qu'on est socialisé, on intériorise la culture, et dès qu'on déborde, ben, il y a tout le contrôle social, les mécanismes de contrôle social qui nous ramènent à la norme. C'est ça qui fait en sorte que, même si dans les faits, on préfère n'importe quoi, on agit à peu près conformément aux attentes de notre groupe d'appartenance. Donc, les mécanismes de contrôle social ont énormément d'influence sur nos conduites quotidiennes. Et alors, on va terminer là-dessus, hein, sur pourquoi je vous parle de socialisation. On va dire, ben oui, c'est intéressant en soi d'apprendre des choses comme ça, voilà. Mais on voit un peu que ça a une énorme influence sur notre trajectoire sociale. Le chemin qu'on va emprunter dans notre vie a énormément, évidemment influencé par notre socialisation primaire et secondaire. Par exemple, vous êtes né à l'intérieur d'une famille. Vous n'avez pas choisi vos parents, ben, ça va de soi. Mais vous êtes né à l'intérieur d'une famille qui a un certain habitus culturel et également un certain habitus culturel, mais également certains moyens socio-économiques. Vous n'avez pas choisi cet élément-là. Donc, on va être socialisé en fonction des éléments qui sont disponibles dans les mains de ceux qui sont nos agents de socialisation. Également, vous êtes né dans un certain quartier qui va vous exposer plutôt à certains risques plutôt que d'autres. Il y a des quartiers, par exemple, c'est déjà un peu allé à Montréal, mais qui longent l'autoroute 40. Mais vous ne serez pas étonné d'apprendre que les individus qui vivent près des gros axes routiers ont plus de problèmes de santé, plus de problèmes respiratoires, plus de problèmes pulmonaires, mais également sont plus exposés aux stress environnementaux également. Hein, que si vous êtes une famille éduquée qui habitez à Westmount, à Montréal, dans un quartier riche ou proche de la montagne au Mont-Saint-Hilaire, on ne vit peut-être pas dans les mêmes conditions d'existence. Donc, ça va avoir des influences sur l'éducation, évidemment sur l'emploi et le salaire des individus, partenaires de vie même, l'espérance de vie, les conditions de vie, bref, sur tout ce qui compose notre personne. Je vais vous montrer ici quelques graphiques. Hein. Par exemple, l'espérance de vie des individus selon des personnes n'est pas redevable à des choix uniquement individuels. On voit ici un peu que plus ici Q1 versus Q5, favorisé versus défavorisé, on voit un peu que plus vous êtes favorisé, plus votre espérance de vie va être nécessairement élevée. On voit un peu que votre monde social a énormément d'influence. Si je prends ici, ça c'est économique, mais si je prends social, culturel au sens large, on voit encore même chose. Les individus qui ont plus d'habitudes culturelles valorisées, souvent c'est les mêmes qui ont des moyens économiques, encore une fois, une espérance de vie qui est quand même, excusez-moi, beaucoup plus élevée que les autres. Hein? On va revenir, j'ai un autre petit graphique là-dessus. L'espérance de vie, ben ça c'est un peu la même chose. Même que les risques de suicide. On se rend compte que les suicides varient énormément selon le type de métier pratiqué, donc de sa classe sociale à laquelle on appartient, qui est beaucoup donné par la famille dans laquelle on est né, la socialisation qu'on a eue. Les professionnels, hein, c'est sur un indice en fait que plus c'est bas, mieux c'est, vous en conviendrez. Ben, professionnel, j'ai un risque relatif associé à 1 et on voit que le non qualifié ont
ceux qui n'ont pas de diplôme, en quelque sorte, ont 2 fois plus de chances que les individus qui ont des diplômes de se suicider. Donc, on voit un peu l'idée que même si c'est profondément individuel, les expériences que l'on vit qui peuvent mener quelqu'un au suicide, on voit également que les conditions d'existence qui sont propres à chaque milieu, qui sont également associées à la socialisation qu'on a vécue, ont, encore une fois, énormément d'influence. Si je prends ici le taux ajusté de mortalité par suicide selon le niveau de défavorisation matérielle et sociale, la même chose, on voit un peu que le taux moyen annuel de suicide pour 100 000 personnes, on voit qu'il passe de 17,9 pour les plus favorisés à 36,7 pour les moins favorisés de la société. Ce n'est pas juste des considérations économiques. Je vais mettre fin à ma vie parce que j'ai des difficultés économiques et, bon, voyez-vous, c'est un peu l'idée, mais c'est également qu'on n'est pas exposé aux mêmes situations. On ne vit pas le même type d'événement pour notre existence qui est habituellement beaucoup plus dur pour les individus de milieux sociaux plus défavorisés au point de vue culturel et économique. Si je prends ici l'espérance de vie, on voit un peu que selon le quartier dans lequel on vit, on a une espérance de vie qui est complètement différente. Si je prends la dernière année que j'ai disponible, 2006-2008, vous voyez un peu le principe, l'est de la ville et le sud-ouest également, une espérance de vie qui est beaucoup plus faible. En rouge, c'est en dessous de la moyenne de la région. Et on voit que dans l'ouest de la ville, espérance de vie beaucoup plus élevée. Petite histoire pour Est et Ouest. Vous savez que toutes les villes en Amérique du Nord, ils sont dessinées en quartiers Est et Ouest. Ouest favorisé, Ouest favorisé. Pourquoi? Parce que les usines sont dans l'Est, que les vents dominants, en fait, c'est une question de vent dominant. Les vents dominants poussent de l'Ouest à l'Est. Donc, quand on a pensé la ville, on a mis les usines et la pollution chez les gens défavorisés. Donc, beaucoup plus pollués dans ces quartiers-là. Et avec le temps, ça a amené des problèmes sociaux également dans ces quartiers-là. L'école, on peut dire l'école, c'est juste une question de volonté. Tabarouette, tu as juste à étudier, Colin, c'est pas compliqué. Mais on voit un peu ici que ça dépend, encore une fois, de notre milieu ici économique. Par exemple, ici, j'ai mon pourcentage de personnes qui font des études universitaires en orange, mais je passe de 18% seulement chez les moins de 25 000 à 37% chez les individus de plus de 100 000 par année. On voit un peu qu'il y a une courbe. Dans le fond, plus on est dans des milieux socio-économiques favorisés, plus on fait également des études universitaires et également des études collégiales. Donc, ça veut dire un peu que ce n'est pas qu'une question de volonté individuelle, c'est également de famille, de position de départ. On va parler plus tard de ça dans les questions sur les inégalités socio-économiques dans un autre cours. Mais on voit un peu que la socialisation, ce n'est pas juste pour le fun qu'on jase de ça, c'est aussi l'idée qu'on va intérioriser des habitudes de vie, par exemple alimentaires, mais également qui vont nous amener aussi à aller dans certains milieux économiques, certains milieux, par exemple, scolaires plutôt que d'autres, qui va faire en sorte qu'on va avoir un meilleur métier plutôt que d'autres, qu'on va être confronté à différentes difficultés selon notre milieu économique, qui va amener une espérance de vie qui est moindre, une espérance de vie en santé également qui est moindre, mais également le fait de ou non d'atteindre des niveaux académiques associés à ça. Et également, il faut souligner que la plupart du temps, l'écrasante majorité des individus sortent ensemble, se fréquentent selon le fait qu'ils sont dans le même milieu économique, le même milieu socio-économique et culturel. Ça fait en sorte que les gens défavorisés vont avoir tendance à se marier ensemble, à faire des enfants également qui ont des chances de rester dans la défavorisation également. Même s'il y a toujours une capacité de changer de classe sociale avec sa socialisation secondaire, on voit qu'il y a quand même une forte tendance à rester dans la même classe sociale au cours de son existence. Ici, j'ai les caries. Je trouve ça quand même intéressant à montrer. Là, je veux juste que ça parte. Elle ne veut pas partir, donc je vois au premier titre. Donc, c'est la part d'enfants ayant des caries non traitées. On voit ici, j'ai donc mes petites barres selon les types de métiers et ici selon le pourcentage. Mais on voit ici que les enfants de familles dites ouvrières ont environ, et c'est des statistiques en France, mais l'idée, c'est de montrer un peu c'est quoi le lien entre les deux variables. On voit un peu que, ici, en gros, plus vous êtes dans les gens défavorisés, plus vous avez des chances d'avoir également des problèmes ici qui sont associés au traitement de caries non traitées pour des raisons économiques, d'une part, mais également l'alimentation.
Si dans les milieux moins favorisés avec un habitus culturel plus faible, on va considérer que c'est une bonne chose de manger des petits gâteaux, des jus sucrés et également des mets congelés, qui sont certainement composés de sucre et de gras. C'est certainement ça qu'il y a dans les aliments congelés. Nécessairement, ça a une influence sur votre santé bucco-dentaire. La même chose, enfants ici, parle d'enfants qui n'ont jamais vu de dentiste. On voit ici qu'en France, ça va quand même mieux qu'ici, mais je vais avoir d'autres statistiques à vous montrer dans le cours sur les inégalités sociales. On voit encore que ça a énormément d'influence selon notre milieu socio-économique, la présence ou non d'un dentiste dans notre existence. Encore une fois ici, CM2 ayant des caries non traitées, j'aperçois à peu près la même type de tendance. Donc, on voit un peu l'idée que l'hygiène dentaire, c'est effectivement une question qui ressort de l'individu, mais on voit qu'il y a énormément d'influence par rapport à son milieu socio-économique, les gens défavorisés ou pas, mais également le milieu culturel, l'habitus culturel que vous avez intériorisé, ne serait-ce que par les aliments qui sont favorisés à l'intérieur d'un groupe social plutôt qu'un autre, mais également des bonnes techniques qui sont enseignées aux enfants, aux tout-petits, dès leur naissance. Parce que moi, je vais avoir un enfant bientôt, d'ici 3-4 mois. Eh bien, j'ai appris que j'avais un ensemble de choses, parce que je ne pense pas à ça, là, je suis rendu assez vieux que je ne suis plus un bébé. Mais je dis, il faut que j'apprenne des choses à mon enfant, il faut que je fasse des choses. J'ai cherché ça sur l'Ordre des hygiénistes dentaires et des dentistes et des hygiénistes dentaires du Québec. Et par exemple, j'ai appris que la prévention des caries dentaires chez les bébés de 0 à 6 mois, il faut leur nettoyer la bouche, masser soigneusement les gencives avec une débarbouillette humide et propre au minimum 2 fois par jour. Donc, ce sont des éléments que les parents doivent savoir et qu'ils doivent également faire avec les enfants. On voit que ça varie, encore une fois, selon les milieux socio-économiques. Donc, ce n'est pas juste une question monétaire. La prévention des caries dentaires chez les 6 mois à 6 ans, il faut les socialiser, les enfants, à l'idée de prendre soin de leurs dents, de se brosser les dents au moins 2 fois par jour. Donc, on doit faire en sorte que ces enfants adoptent ces fameuses stratégies-là de saine hygiène dentaire. Ce n'est pas des éléments qui vont de soi, ce sont des éléments qu'ils doivent apprendre par leur socialisation primaire. Donc, les parents ont énormément d'influence sur la santé bucco-dentaire des tout-petits. Évidemment, comme je l'ai dit, on apprend ces choses-là. Si vous n'avez jamais appris à vous brosser les dents quand vous étiez petit, une fois devenu adulte, il y a peu de chances que ça perdure. Donc, nécessairement, on voit qu'il y a un lien entre culture, socialisation et santé. Après chaque repas également, après avoir avalé des sucreries, par exemple, également avant le coucher, il faut également se brosser les dents, mais on va essayer également l'aider sur les aliments. Les aliments sains, on voit un peu qu'on ne consomme pas les mêmes aliments selon notre classe sociale, selon nos groupes sociaux. Donc, on dit privilégier les fromages, les légumes crus, les fruits frais, les noix et les yogourts. De même que le jus et le lait durant ou à la fin des repas et l'eau entre les repas. Je n'avais pas cette affaire-là. Donc, élément, encore une fois, qu'il faut apprendre. Mais est-ce que tous les parents le savent? Je ne suis pas certain. Moi, quand j'étais petit, il y en avait des jujubes, des bonbons et des choses comme ça disponibles à la maison. Donc, on voit un peu qu'il faut éviter ce type de produits-là et on va être plus exposé à ces produits-là si on vient d'un groupe social plutôt qu'un autre. On va intérioriser des jujubes, c'est bon, c'est le fun, par la socialisation. Donc, énormément d'influence là-dessus au cours de notre existence. Donc, c'était un peu ce dont je voulais vous